Salut Louisa, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Bien, je suis ravie aussi de t'avoir ici. On se voit assez régulièrement, mais dans ce contexte-là, c'est une première, donc je suis très contente d'être là. Yes, moi aussi, je suis ravie de t'avoir. Louisa, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'avoue, j'aurais du mal à te décrire. Pour moi, tu es un peu multicasquette. Comment tu te décrirais, toi, en quelques phrases? Multicasquette, c'est un bon terme. Je pense que je suis assez, polymathe, très curieuse de la vie, ça c'est sûr. J'aime bien ne pas avoir de définition et je pense que si tu me poses la question «Qui tu es?», c'est une question soit qui part en débat philosophique pendant 3 heures, soit, je me réduis à mon métier comme beaucoup de gens. Pour autant, je me réduis à mon métier parce que c'est ma grande passion. Aujourd'hui, être dans l'entrepreneuriat, accompagner l'humain. Donc, je suis une grande curieuse de l'humain, de la psyché humaine, des mécanismes de décision. Je suis une grande curieuse du business, de l'entrepreneuriat et de l'expérience client, parce que pour moi, même dans d'autres endroits que l'entrepreneuriat, on peut prendre des idées et les mettre dans l'entrepreneuriat et une grande amoureuse de la nature et de la montagne, particulièrement, depuis que j'habite dans la région encore plus. Donc, j'aime me sentir connectée à la nature, aux animaux et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Super. Il y a une question que j'aime bien commencer, que j'aime bien poser en début d'épisode. C'est là, si tu devais donner une note sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie ferait pleinement sens? Enfin, fait pleinement sens. Ah, c'est une super question et j'ai l'impression que soit tu es dans un monde où tu peux noter autre chose que 10 et du coup tu passes ton temps à ajuster ta vie, soit tu passes ton temps à mettre 10 sur 10 dans ta vie et tu reconnais où est la perfection et je crois que je suis dans cette équipe-là. Heu, c'est-à-dire que si je sens une petite réticence dans un domaine de vie ne pas mettre 10 sur 10, c'est que je vois pas encore à quel point c'est parfait pour moi. Si par exemple ma santé est pas folle et que je me dis: «Ah ouais, mais en ce moment je suis pas trop en forme, j'ai envie de me mettre 7 sur 10 dans ma santé», c'est que je vois pas que c'est à mon service que ma santé soit sous cette forme-là et donc je vais avoir tendance à faire l'exercice jusqu'à trouver le 10 sur 10. Ça va être compliqué pour moi de te mettre autre chose que 10 sur 10 en général à cette question. Par contre, ça demande des fois de l'exercice. C'est génial, je vais juste la refaire plus au ralenti parce que, je connais le concept du coaching, on est de la même école. Pour ceux qui auraient pas saisi à quel point c'est ultra important ce que tu viens de dire et à quel point ça peut vraiment changer votre vie. Aujourd'hui, quand tu te dis: «Tiens, je sais pas moi, journée de merde, je suis à 7 sur 10», Exact. tu vas pas du tout te dire, heu: «Bon allez, je sais pas moi, pour passer à 10 sur 10, je vais me mater une série Netflix, un petit verre de vin pour aller mieux». Globalement, je fais la caricature. Dire: «OK, en quoi cette journée, finalement, elle était parfaite?» et Sans changer tes rien changer, ouais, sans ouais. chercher à l'améliorer, sans chercher à mettre des confettis dessus pour qu'elle me paraisse 10 sur 10, parce que souvent je pense qu'il y a un truc de recherche de perfection là-dedans, mais qui est factice. Alors qu'en allant voir sous quelle forme est-ce qu'elle est déjà à 10 sur 10 en fait, à quel point par exemple, moi je vais te donner l'exemple d'une journée où je suis un peu fatiguée ou une journée, où je vais me dire: «Ah, j'ai pas trop la forme, j'ai des douleurs» ou quelque chose comme ça, par exemple santé, tu vois? Moi, je sais que j'ai une forte valeur santé. Si ma santé, je la perçois pas tout de suite en mode: «OK, je suis en forme au taquet», et ben, je vais me dire: «OK, à quel point est-ce que ne pas être dans cet état de forme que j'idéalise est déjà mon 10 sur 10 par rapport à ce que j'ai besoin de vivre en ce moment? À quel point c'est à mon service? Qu'est-ce que ça m'apprend? À quel point est-ce que ça m'aide à réaliser mes objectifs, que ce soit sous cette forme-là?» Pour éviter de créer une sorte de frustration permanente de: «J'idéalise que ma vie serait mieux quand je suis tout le temps en bonne santé, quand je suis tout le temps dans des relations qui paraissent épanouissantes, quand je suis tout le temps dans une réussite professionnelle», mais plutôt dès que je vois un petit écart, à quel point c'est ça mon vrai 10 sur 10 et pas un idéal que je me pose et qui fait tout le temps un truc de: «Ah, j'ai jamais j'atteins jamais ce truc-là». Effectivement, je vais pas immédiatement être dans du 10 sur 10. Par contre, si j'y suis pas, c'est sûrement qu'il y a une raison qui fait que je ne vois pas la perfection de l'instant T. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est ultra clair. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent ou moi, en tout cas, à l'époque, la première fois où j'ai entendu ça, heu, 1re réaction, c'est: «Ouais, enfin, il y a des moments, désolé, mais ta vie, c'est de la merde. Il y a des moments, la santé, c'est pourri». Tu aurais un exemple concret pour juste que les personnes prennent conscience à quel point changer tes perceptions, tu peux toujours trouver du bénéfice et de pourquoi c'est parfait? Pour 100. me donner, soit de ta vie, soit un exemple client, bref, un exemple comme ça où tu dis: «Bah, voilà, un exemple commun qui m'est arrivé, c'est ça et voilà comment j'y ai retrouvé ce 10 sur 10 et en quoi c'était parfait, finalement, la situation actuelle».
Ouais, on peut rester dans le fil de la santé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se définissent en santé quand il y a pas de symptômes, quand il y a pas de signaux, quand j'ai pas le petit rhume saisonnier là que tout le monde se tape en plein hiver et cetera. Et dernièrement, ça m'est arrivé d'avoir ce petit rhume saisonnier, bah, en fait, c'était une vraie autorisation à ralentir, mais que je ne me voulais pas entendre. Et en fait, au moment où tu te dis: «J'aimerais mieux ne pas être dans ce petit rhume», ce que je comprends, hein, parce que quand tu es dedans, c'est jamais confortable, c'est jamais agréable. Par contre, c'est un besoin d'entendre de à quel point est-ce que j'ai besoin de ralentir à ce moment-là et ma santé passe par aussi ralentir parfois. Sauf que si je l'écoute pas et que je passe mon temps à être en mode, il faut que je sois en pleine forme, il faut que je sois au taquet, que je sois à fond, que je sois full énergie, bah, je vais attirer aussi des situations qui m'obligent à ralentir et donc pour moi, la perfection de ça, c'est apprendre à apprécier le fait de ralentir, apprendre des fois l'opportunité de demander de l'aide parce que quand tu es malade, ben, ça te demande des fois de demander de l'aide à d'autres qui sont des fois des compétences qu'on développe pas dans nos sociétés, qu'on a tendance à un peu diaboliser en disant: «On doit être indépendant, autonome, savoir tout faire», alors qu'on reste un humain et un être social et du coup, le fait de demander de l'aide, de savoir ralentir, va éviter d'être dans cette, tendance, à être tout le temps au top de sa forme, qui pour moi est une injonction assez délétère. Donc, bah, d'autres bénéfices à ça, ça va être effectivement de reposer le corps, revaloriser la santé. Quand je suis malade, je me dis: «Waouh, c'est trop bien en fait quand mon corps est en bonne santé» et donc du coup, généralement derrière, je suis, dans la gratitude que mon corps retrouve, son état normal. Donc ça va aussi développer ça, à mon sens. C'est déjà pour moi les 3 plus gros, qui vont faire que je vais me dire: «Ah OK, en fait ça va. Je suis content d'être malade, ça me fait du bien». Trop bien. L'épisode, il sortira en janvier, donc c'est parfait quand en général, il y aura la grippe, il y aura toutes les maladies. Si vous nous écoutez au fond du lit parce que vous êtes malade, je vous invite, comme, Louisa, à vraiment réfléchir à: «OK, c'est quoi tous les bénéfices d'être dans cette situation?» plutôt que, ruminer sur le fait que: «Ah, ça serait mieux si j'étais en pleine forme». Trop bien, on est un peu rentré deep, dans le sujet, dès le début. Si on prend un peu de hauteur, avant d'être passionné par l'humain, l'entrepreneuriat, tu faisais quoi? C'est quoi un peu ton parcours? Alors passionné par l'humain, je pense que je l'ai toujours été. Si on fait le parcours un peu universitaire, on va dire, moi j'arrive donc j'ai tenté les études de médecine, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai compris que ce serait pas pour moi et que j'allais pas pouvoir y donner en tout cas 10 à 12 ans de ma vie et j'ai bifurqué vers des études de psychologie et un master de psychocriminologie et victimologie. Donc la passion de l'humain, en tout cas des sciences humaines, ça a été très, très tôt. Hem et c'était un métier un peu, sans issue. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, c'était soit tu allais jusqu'au doctorat, au Québec, ou enfin Canada, il y avait très peu de postes et beaucoup des personnes avec qui j'ai fait mes études travaillent aujourd'hui dans des maisons de retraite ou Alzheimer et j'ai rien contre, mais c'était pas mon envie. J'avais vraiment cette passion de qu'est-ce qui est un peu tabou dans nos sociétés? Qu'est-ce qui est perçu comme à part, dangereux, différent? Et c'était vraiment cette envie d'aller aider les humains qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre au premier plan. Ça, du coup, tu l'as toujours eu? Ouais, je pense que ça vient, j'ai eu une mère enseignante, institutrice, qui avait beaucoup d'enfants, un peu, fond de classe, qui avaient du mal avec le rythme scolaire habituel ou des enfants qui, étaient porteurs de handicap, physiques ou qui avaient peut-être un petit décalage parfois ou des troubles autistiques ou autres et donc j'étais très proche de la différence ou en tout cas ce qu'on va appeler communément la différence, pour moi était une normalité. Donc quand ta différence c'est la norme, quand en tout cas quand la différence de tous c'est ta norme, ça aide à être curieux je pense de ce qui n'est pas commun ou autre et donc je pense que ça je l'ai porté assez tôt et ça m'a été transmis avec beaucoup d'amour donc cette curiosité-là de l'autre, par le voyage, par, l'apprentissage de différentes cultures, de venir d'une famille d'immigrés, je pense que ça a porté aussi ce truc de être curieuse de la psychologie. Et du coup, pour revenir sur, mes études, je bifurque au moment de la fin de mon master vers les métiers du commerce. Rien à voir, mais pour moi, beaucoup de curiosité de l'humain, aussi là-dedans. Parce que c'est questionner l'autre, c'est comprendre ses besoins, c'est, manager des équipes ensuite. Donc vraiment, je fais tous les échelons, je passe de vendeuse de téléphone à, vraiment manager une boutique, top niveau, France,
avec tout le stress qui va avec, tous les questionnements sur la carrière aussi, un peu, mais voilà, je suis sur l'autoroute, quoi. Très clairement, je suis sur l'autoroute, j'ai tout qui fonctionne, comme ce qu'on attend de moi, je pense, à ce moment-là et ce que je perçois qu'on attend de moi, en tout cas. Parce que du coup, là, quand tu as quitté les études de psy, tu pas refait, des études, commerciales, tu es vraiment allée directement, vendeuse et tu Ouais, as en fait, je suis passée d'un job étudiant à des petits boulots, entre-temps, au moment où je sais pas trop comment ça va se passer, mon post master. Est-ce que je continue dans des postes qui me conviennent pas? pardon, À tes souhaits. merci. Du coup, est-ce que je continue dans des postes qui ne me conviennent pas ou est-ce que, bah, quitte à ne pas faire le métier de mes rêves, je vais faire complètement autre chose, mais qui me permet d'avoir, un rythme de vie différent et cetera? Il y avait un peu le choix, aussi sécurité financière, tu vois? Entre, faire un boulot de psy qui, sur le papier, est pas exactement celui que je voudrais, qui me fait gagner 3 fois moins que ce que je pourrais faire, dans le commerce et puis il y a des questions administratives aussi qui se posent à ce moment-là, donc je choisis cette voie-là, je sais pas trop comment. En fait, enfin, sur le moment, je sais pas trop, tu vois? Il y a pas une volonté et puis je monte progressivement les échelons dans différentes boîtes. Je finis chez Bouygues Télécom pour être exact, mais en tout cas, il y a vraiment une bifurcation, que certains appelleront le hasard aujourd'hui, que j'appelle pas, tu vois? Genre, c'est un peu genre, c'était comme ça, tu vois? Fallait que ce soit comme ça, en tout cas, c'était parfait et hem et ouais, donc je monte bien les échelons chez Bouygues Télécom jusqu'à être manager d'une équipe, dans une super boutique, mais où ça se passe pas toujours bien. Où il y a beaucoup d'enjeux, humains et je pense que je comprends beaucoup, beaucoup sur le terrain. Là, le plein de choses autour de la communication, de comment on manage des gens, comment on care, comment on prend soin aussi de gens sur qui l'impact du travail, joue sur leur santé mentale, sur leur santé physique. Et pour la faire courte, je quitte en 2017 ce poste, dans des conditions un peu, voilà, rupture conventionnelle, quelques sujets un peu autour du management un peu, certains diront management toxique à cette époque-là, tu vois? Donc je quitte un peu avec une voie de je sais pas trop où je vais, mais c'est plus possible. Je vais au travail en pleurant, c'est dur physiquement et mentalement, j'y vais pour les autres, tu vois? Genre, c'est en mode: «OK, j'y vais pour les autres et pour l'image qu'on a de moi, qui est voilà, je suis cadre, je gagne bien ma vie, c'est sécurisant pour la famille et cetera». Et là, bah, il y a plein d'informations, je voyage et je reviens dans ma vie, je me dis: «OK, qu'est-ce que je fous là?» Vraiment quand tu te poses la question de: «Mais qu'est-ce que je fous là?» et que je me sens spectatrice, pas ouf. Et au même moment, on me diagnostique aussi une ménopause précoce. J'ai 27 ans, c'était pas attendu, j'avais pas de désir d'enfant, donc c'est pas un sujet à ce niveau-là, mais il y a un vrai sujet santé qui commence à se poser. En mode: «OK, ben, il y a quand même un vieillissement précoce. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que ça change dans ma vie?» Du coup, bon remaniement et plein de signaux, quoi, qui me font dire: «OK, là, tu as toutes les infos qui disent que tu es pas au bon endroit». Et je prends le temps, je prends 2 ans, mais par contre, j'ai organisé ça, c'est-à-dire que, bah, je fais une sortie de l'entreprise, qui me prend du temps, mais qui me permet de sortir avec une sécurité financière, mais ça me laisse le temps. Il y a pas ce truc de je veux, d'un coup bifurquer vers autre chose, hem et ce temps, je le prends pour moi. Je pars en camion, j'achète un van, je pars avec mes 2 chiens et je je suis une hippie. Voilà, très clairement, je suis une bonne grosse hippie pendant 2 ans, soyons très clairs. Heu, tu me coupes quand tu veux, hein, si tu as des questions, Non, non, de mais voilà, qu'est-ce que tu appelles une hippie? C'est quoi? C'est tu voyages qu'en France, toute l'Europe, alors je voyage qu'en France. Au départ, j'ai mon petit, dream plan, bucket list de faire, la van life en Europe. Alors c'est pas non, je t'avouerai que 2017-2018, c'est pas non plus les réseaux qui, à ce moment-là, me vendent l'idée un peu de la van life. Je pense comme on peut le voir un petit peu plus aujourd'hui post, covid, avec lequel il y a un peu ce truc d'évasion. Mais très clairement, j'ai, faire le tour de l'Europe en van, dans l'idée et il y a plusieurs critères qui se font derrière. C'est qu'en fait, je réalise que ce que je veux, c'est pas la destination, c'est le voyage et le chemin. Donc ça se fait assez rapidement de comprendre que tu peux partir à 100 kilomètres de chez toi et quand même vivre une aventure si tu as envie de regarder ça comme une aventure. À l'époque, j'ai un amoureux et du coup, il y a un peu ce truc de, bah, j'ai pas envie de partir trop loin seule. Je fonctionne un peu en étoile, c'est-à-dire que je reviens régulièrement pour pouvoir, rester en lien
Et puis, ouais, vraiment, il y a ce truc de liberté, quoi, de je pars, mais je sais pas où je vais. Et en fait, tu pas besoin d'aller bien loin. C'est à quel point est-ce que tu regardes ça comme un voyageur et pas comme un touriste. Je pense que si j'avais fait le tour d'Europe, j'aurais été en mode touriste de: «Il faut que je vois ça, 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 ça». Alors que là, en fait, de m'autoriser à être dans pas très loin, il y a tellement de choses à voir en France que, au final, c'est plus un mode de vie qu'un voyage. C'est vraiment, bah, en fait, je me pose à un endroit et je vois ce qui se passe, quoi. Et des fois, je reste, 15 jours au même endroit. Des fois, je reste 2 jours. Mais, je suis plus en mode de vie, de, slow life. Et qu'est-ce que c'est que de vivre dans, 6 m², de pouvoir déplacer ta maison tous les jours, d'avoir un rythme qui est rythmé par de la lecture, de l'introspection, d'être en nature. C'est ça ma vie, quoi, de hippie, en tout cas, à ce moment-là. Mais, désolée, ça vient me toucher parce que moi et le vide, on a encore un peu du mal à s'entendre et je me dis 2 ans de vide, waouh! Quand tu dis introspection, concrètement, tu te poses quoi comme question au quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu lis un livre qui te fait réfléchir? Enfin, tu vois, si je me mets dans ta tête à cette période-là, quand il y a le vide justement, c'est quoi ce vide? C'est quoi ce travail d'introspection? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre que ce soit vraiment conscient, tu vois? C'est pas un truc genre, je vais aller m'introspecter et je vais me mettre dans ma grotte. Mais il y a un peu un truc, déjà naturel, organique qui est, ben, tu vis avec le rythme de la nature. Donc, tu te lèves quand il fait jour, tu vas te coucher quand il fait nuit, tu as un rythme quand même, beaucoup plus organique. La grande contemplative en moi est ravie, tu vois? Je pense que je peux passer des heures à regarder, un ruisseau, quoi. Et il y a un truc assez méditatif, inconscient. Je pense qu'à ce moment-là, je commence à toucher un peu au développement personnel, mais sans vraiment en avoir conscience. J'arrive du monde de la psycho, d'un côté assez scientifique de la compréhension de la psyché, d'un truc assez naturel dans le commerce qui est, poser des questions et cetera. Mais je me pose pas des questions consciemment en mode je vais prendre un livre et me dire, je vais répondre à toutes les questions. Mais par contre, il y a des livres qui vont me toucher. Je lis Laurent Gounel, je lis Conversation avec Dieu, je lis, plein de petits, portraits aussi. Je suis très curieuse de l'humain, donc des portraits de vie, des choses comme ça. Et puis, tu toi avec toi, quoi. Tu pas ton Netflix, tu pas de télé. Tu rencontres les gens aussi. Et il y a une chose aussi dans ces rencontres-là qui est, tu sais que tu vas pas te revoir. Tu sais que tu vas pas revoir ces personnes, en tout cas, c'est très rare que tu les recroises sur la route. Tu vas peut-être passer 2-3 jours de vie avec ces personnes, mais du coup, il y a des conversations profondes qui se font. Tu te permets de livrer des fois des choses. Et puis, je pense que je suis sur un questionnement santé, beaucoup. À ce moment-là, je commence à avoir des douleurs physiques, articulaires, musculaires. Est-ce que je prends un traitement? Est-ce que je prends pas de traitement? Donc je commence aussi à beaucoup me renseigner, à lire des choses sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce cadeau, tu vois? De se dire, «Qu'est-ce qui fait qu'à 27 ans ça m'arrive?» Donc je pense que j'ai plein de questions à mon sujet de: «Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que ma santé me dit?» Et je commence à juste introspecter là-dessus, quoi, et de me dire: «Ben, j'ai pas vraiment de réponse». Et ça m'aide en fait de partir de moi, plutôt que d'abord d'aller chercher dans des réponses à l'extérieur et de me les approprier et ensuite de devoir me les désapproprier. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion-là. Donc les rencontres, la simplicité de la contemplation de la nature, je crois. Et j'ai 2 chiens, donc j'ai quand même des petits rythmes du quotidien, leur présence, ce qui me renvoie à ce moment-là, le regard de l'autre aussi. Ça qu'est-ce que ça crée chez l'autre, comme peur, de me savoir seule sur la route, chez mon compagnon de l'époque, chez ma mère, chez plein de gens, de se dire: «Bah, en fait, est-ce que ces peurs-là, elles m'appartiennent? Est-ce qu'elles leur appartiennent?» Donc voilà, je pense que je traverse ça avec beaucoup de simplicité, pas trop de calcul. OK. Et donc c'est 2 ans. À Plus ou partir moins, ouais. Ouais, à partir de quand tu commences à avoir une idée de c'est quoi la suite? Ben, dernier été, sachant que l'été, je revenais un peu, dans la vie, classique pour, bosser dans un camping que mon compagnon de l'époque avait. Donc il y avait un truc de, je suis là, je file des coups de main, on vend des pizzas, quoi. Donc il y avait un truc très simple de je passe de cadre dirigeant à juste être, au contact des gens, pas avoir de pression financière à l'idée de me dire: «Il faut que je gagne ma vie», mais plutôt, je participe à une aventure. Et le dernier été, je me dis: «OK, je suis pas sûre que j'ai envie de bosser là, mais j'ai vraiment envie de profiter de «la route» entre guillemets, solo, pour ce dernier été et de voir ce que ça donne.
Mais avant l'été, je me dis quand même: «Je sens que j'ai envie de contribuer», tu vois? Il y a la fin de mon planning financier qui arrive dans 6-7 mois et c'est l'envie de contribution qui remonte quoi, qui est en mode: «OK, tu es bien là, tu vois? Tu te poses plein de questions, mais à quoi tu sers? Qu'est-ce comment tu contribues dans ce monde? Et qu'est-ce que tu as envie d'en faire, quoi?» Et là, avant de me dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» c'est le comment j'ai envie de le faire. Parce que cette liberté à laquelle j'ai touché, d'avoir mon rythme, de pouvoir suivre un rythme assez organique, assez naturel, de plus être dans «Je dois me lever à telle heure pour être à tel endroit, je termine ma journée et je récupère mon temps à un moment donné», fait que la notion de liberté prend le dessus et donc je cherche télétravail, ce qui en 2019 n'est pas encore à la mode. Heu, non, attends, je me trompe dans les dates, ça doit être 2016, je commence à partir, 2018 du coup, 2018, je cherche télétravail et je me dis: «Bon, je vais voir ce que ça donne». Dans les compétences de mon CV avant cette espèce de trou, c'est quand même le commerce et quand je cherche commercial télétravail, c'est là que je trouve un poste donc qu'on appelle du closing, qui est commercial en ligne pour vendre des programmes d'entrepreneuriat, souvent à étiquette, donc des programmes avec, 4 chiffres, et sur différents points et en fait, je rencontre quelqu'un qui fait ça autour de la santé. Très tôt avec une combinaison alimentation, état d'esprit et travail un peu plus, sur, travail sur l'inflammation, parce que c'est quelqu'un qui travaille spécifiquement sur l'inflammation et l'acné à l'époque. Et je me revois faire le call d'entretien, avant mon départ, donc on est fin juin. Mes critères, c'est mort, je vais continuer à faire mon juillet-août, je veux ma fin d'aventure, mais je la tente. Et le gars me dit, super contact. Le soir, j'ai un repas avec des potes et je leur dis: «Les gars, soit c'est une énorme arnaque, soit c'est le poste de mes rêves». Parce que c'est un mix entre le commerce et la psychologie et on verra ce que ça donne, quoi. Et il me dit: «Tu peux commencer quand?» Je lui dis: «Ben, en soi, moi, je peux commencer demain, mais juste, en fait, là, je pars en camion. Si tu me dis que c'est possible et que je peux, être sur la route, et prendre des appels, et quand même, voilà, bosser à mon rythme. Il me dit: «Pas de problème» et là, je me dis: «OK». Je m'attendais pas à ça, tu vois? Genre vraiment, c'était en mode: «Alors je vais au bout de l'aventure». Donc l'entrepreneuriat me tombe concrètement dessus. J'avais pas prévu, je cherchais pas et j'avais pas une idée, mais je suis partie de ce que je savais faire et ce sur quoi je me sentais assez sécure de faire. Par contre, le contexte, j'avais jamais vendu au téléphone, j'avais jamais vendu des produits aussi chers, j'avais jamais, bossé en ligne avec, le truc de, bah, mon seul outil, c'est mon téléphone et mon ordi. Mais par contre, le fond et la compétence, j'avais une sorte de certitude de, bah, en fait, je sais et puis je vais me former. En fait, on verra bien, je vais me former, le mec me fait confiance et je pense que l'entrepreneuriat, moi, j'ai souvent eu cette, réaction qui est: si la personne me fait confiance, elle a un business, elle a une vie, elle a une direction. Même si moi, je me fais pas confiance là-dedans, je vais lui faire confiance à l'idée de me faire confiance. Et en fait, ça m'a permis de passer des caps, après de devenir coach, de passer des opportunités que j'aurais pas saisies. Mais c'est juste, OK, je me dis: «Cette personne, j'ai confiance en elle. En tout cas, j'ai confiance dans sa pensée et dans sa capacité à choisir. Même si moi, je me fais pas confiance à ce moment-là, je me laisse porter». Et donc là, OK. je commence, bah, en continuant la vie en camion, à prendre des calls et à être, commerciale, mais en mode entrepreneur, prestataire de services sur le sujet et ça part sur, 2 ans. 2 ans de Closing ou du coup, c'est toi qui fais une formation en parallèle? Une forme au closing d'abord, et puis 1 an plus tard, je questionne un peu la méthodo, j'ai plus de mal, mes résultats baissent, je sens que je suis pas complètement alignée et c'est là que moi je me forme avec un mentor en vente, que tu connais, Levi, et donc du coup, c'est là que je décide de me former avec Levi parce que je me dis: «OK, j'ai envie d'autre chose» et donc c'est là que je fais mes premiers gros investissements, de formation. OK, ultra clair. Et du coup, quand je bosse avec Levi, ça fait la porte d'entrée de la suite. Je vois beaucoup plus l'apport, heu, psychologie de la vente. C'est-à-dire que je pense qu'avant, je l'ai, mais inconsciemment et là, j'ai envie de passer vraiment consciemment compétente sur la notion de psychologie de la vente. Il fait partie de l'équipe de Julien à l'époque et du coup, il y a une sorte de petite porte que j'ai envie de saisir, de me dire: «OK, comment est-ce que je peux aller aider d'autres, d'autres profils?»
pas que des personnes qui cherchent à être en meilleure santé et qui prennent, l'inflammation comme un signal, mais des entrepreneurs. Et du coup, je toque un petit peu à cette porte-là en mode, «Je sais pas à quoi je peux vous servir, mais j'ai envie de servir chez vous». Et je pense si je dois en profiter pour aussi donner un conseil à des gens qui se lancent, parfois on sait pas exactement ce qu'on peut faire dans tel endroit ou avec telle personne, mais juste de signaler et de se dire, de lever la main, de dire: «Je sais pas si je peux, mais j'ai envie». Ça m'a servi de ouf. Avec Levi, ça a été ça, tu vois? Il y a un moment donné où je me rappelle lui envoyer une vidéo en mode, «Je sais que tu recrutes à tel endroit, je suis pas la personne, en tout cas je perçois pas être la personne, mais au cas où, j'ai pas envie de me coucher ce soir avec l'idée que je me suis pas autorisée à te dire que j'avais envie». Et il me rappelle le lendemain en me disant: «Mais Louisa, si ça avait pas été toi qui avais postulé, j'aurais été déçue». Et moi, dans ma tête, c'est un autre monde, quoi. Je me dis: «Mais non, c'est» enfin, moi, je me dis: «C'est pas ce que je vaux dans ma perception de ma valeur», mais le monde extérieur me le renvoie différemment. Donc oser demander, oser dire: «J'ai envie, mais je sais pas sous quelle forme encore», permet d'attendre que ce soit pas parfait, mais la demande est une forme d'action. Donc ça m'a beaucoup propulsée, à des endroits où je pensais pas que j'aurais pu aller aussi vite, heu, naturellement. Et Il est puis pépite. du coup ap pardon? Il est vraiment pépite ce conseil, merci. Ouais et puis, vraiment et ça va de pair avec ce que je disais juste avant sur si vous vous faites pas confiance, mais que vous faites confiance à quelqu'un qui est soit un mentor, soit une personne que vous suivez pour ses connaissances, pour, son parcours, heu, des fois déléguer la confiance en soi quoi, c'est pas mal. On ne peut pas avoir la confiance en soi partout, mais la confiance en soi, elle peut venir aussi du regard de l'autre. C'est pas forcément un truc de: «Ah merde, je dépends de la reconnaissance de l'autre». Non, des fois, ça aide aussi à un parent, c'est ça quoi, un parent te l'éducation, c'est ça, on a été construit comme ça, par quelqu'un qui te fait confiance à l'idée que tu vas savoir marcher. Mais sinon, si tu laisses ça, bah, peut-être que le bébé va rester plus longtemps dans cet espace de «je marche à 4 pattes». Ben, voyez-vous aussi comme ça. C'est aussi des fois les encouragements à la confiance de l'autre qui permet d'avancer donc ça aide. Mmh. Et long story short pour, faire quand même, voir où j'en suis maintenant, parce que bon, on va pas non plus, passer tout le Non, mais parcours, mais c'est je sais que c'est ça aide ultra aussi, intéressant. Ouais. ça aide aussi. Je bifurque du closing, donc de la vente au coaching, en me rendant compte que la vente, c'est du coaching, progressivement. Je me forme, directement, indirectement, c'est-à-dire que les personnes dont j'apprécie le travail, je me dis: «OK, avec qui elles se forment?» et je me forme avec ces personnes, en plus de me former à leur côté. Et puis, je suis les opportunités qui s'amènent à moi. C'est-à-dire qu'on me propose de faire un poste de setter, donc le setting, c'est une forme de closing, mais plutôt, par message. J'y connais rien, mais je dis: «OK, pas de problème, je vais me former» parce que l'environnement dans lequel j'ai envie de le faire est plus important. Je suis très team player, hein. Moi, j'aime beaucoup bosser en équipe. J'arrive d'un environnement et de sport co, à la base quand j'étais ado, donc je pense que j'aime beaucoup cette notion d'équipe et je me définis plus comme une intrapreneur qu'une entrepreneur. J'aime travailler au service des autres et pour la vision de quelqu'un d'autre. J'ai pas forcément ma vision en mode, mon entreprise. Et c'est un conseil aussi que je peux donner à beaucoup de gens, des fois pour démarrer, de s'autoriser à voir plus petit dans leur projet, à être au service d'un autre projet, mais juste de tester. De tester de ce que c'est, d'avoir son rythme, d'avoir, plus de liberté que ce que j'avais dans un ancien poste et de voir si j'arrive à me calibrer. Et des fois l'intrapreneuriat, de développer une compétence pour d'autres, peut permettre de se tester et de se rassurer, parce que ça crée aussi une sécurité financière, de pas s'obliger à avoir toutes les casquettes tout de suite. Et de voir toutes les casquettes parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir ce regard assez transverse. Tu disais multicasquette, ben, oui, j'étais dans la sphère vente, mais je regardais ce qui se passait dans la livraison, je regardais ce qui se passait dans le marketing et j'ai beaucoup appris en regardant. Donc moi, c'est aussi ma façon d'apprendre, c'est regarder les autres faire si vous et ensuite expérimenter par moi-même. Donc je rentre dans l'environnement de Julien Musi à l'époque, dans la porte d'entrée vente. Et puis je vois le coaching, je vois la livraison, je me dis: «OK, c'est cool» et pareil encore une fois, c'est lui qui me fait plus confiance que moi et qui sur un séminaire me dit: «Non, bah, en fait, tu vas coacher les clients». Je suis là: «Bon, moi je suis pas coach», même si je me suis un peu formée dans mon coin, mais je suis en mode: «Non, je me définis pas comme coach» et puis je me lance. Vraiment, je passe à l'action en me disant je suis terrorisée. Je me rappelle, je compense de ouf, j'achète des pains au chocolat décroissants aux clients que je dépose sur les chaises, des petites, phrases inspirantes que j'ai fait à l'aquarelle.
Vraiment, je suis en surcompensation d'insécurité intérieure à l'idée de me dire: «Je sais pas gérer». Mais voilà, ça se passe comme ça et en fait, ça se passe bien et je me forme plus et je continue, à essayer de comprendre et là, j'arrive sur un mode un peu plus de: «OK, j'ai envie de structurer ma pensée et de le transmettre» et c'est là qu'arrive, le côté un peu plus responsable pédagogique de programmes de coaching auprès de Julien et d'où là où on se rencontre. Mais je suis toujours avec plein de petites missions, quoi. J'ai encore un pied des fois dans la vente, j'arrive jamais à me définir comme, je suis, spécialiste de ça, mais plutôt, je me perçois pas excellente dans un truc, mais par contre, je suis bonne dans beaucoup de choses et c'est ce que je cultive, tu vois? Il y a vraiment ce truc de comment est-ce que je peux être, Mmh, consciente en marketing, je pense que j'ai une vraie appétence pour la livraison et la vente, où je vois peut-être en marketing, je suis un peu moins, mais j'ai le regard un peu partout et puis je m'entoure aussi de personnes qui sont aussi, très compétentes et qui peuvent me permettre de compenser, tu vois? Au moment où j'ai des personnes, qui ont des besoins marketing et que je me sens moins douée, bah, je renvoie vers des gens en qui j'ai plus confiance et puis là, je commence l'individuel aussi en parallèle, où je fais du coaching individuel. Beaucoup avec la porte d'entrée de la santé, parce que, ben, en fond de formation, ça a été vraiment ma porte d'entrée. Derrière moi, je sais pas combien de bibles, santé de OK, quel symptôme veut dire, quelle charge émotionnelle dans le coaching. Parce que mon parcours, parce que, mon appétence sur la santé mentale et la santé, physique et psychique et donc j'ai du coaching individuel, j'accompagne des entrepreneurs dans le cadre de programmes d'autres entreprises et je fais un petit peu de consulting aussi sur, bah, des entrepreneurs qui démarrent en disant voilà, comment est-ce que je peux les aider éventuellement? Et je continue ces 3 casquettes-là principalement jusqu'à aujourd'hui où, effectivement je suis toujours un peu le côté bras droit, partenaire de l'ombre, ce qui définit un peu aujourd'hui le côté multicasquette. C'est-à-dire que ça peut me permettre d'avoir un avis sur la stratégie marketing, la stratégie vente, l'expérience client dans la livraison, la qualité du coaching et les dynamiques relationnelles qu'il peut y avoir dans l'équipe. Donc ça peut être avec des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, avec des gens qui débutent ou des particuliers. Hier, j'ai eu un appel pour, du coaching individuel avec une dame de 78 ans, qui vit de l'anxiété, enfin voilà, des vraiment de très variés. Hem Et aussi, bah, des projets plus perso où là, la rando coaching avec Nadège, le jeu de cartes qu'on a lancé aujourd'hui, sur une application qui permet de se poser des questions profondes. Donc j'aime vraiment ce côté pique-assiette et aller me nourrir de tout et partout et aujourd'hui, c'est ça qui fait que je suis très multicasquette pour en revenir à ta question du début. Et comment tu fais du coup pour t'organiser avec toutes ces casquettes? Tu as un truc spécifique? C'est à l'intuition? C'est au moment, Ouais, c'est au niveau d'inspiration, j'ai plein de projets auxquels je contribue et j'ai pas un truc de je prends 10 de mon temps là, je prends 20 de mon temps là, c'est saisonnier. Je pense que les business sont jamais, un truc qui est, tout le temps, fluide. Il y a des moments où quelque chose qui d'habitude me prend 30 de mon temps ne me prend plus de temps parce que, c'est un peu, off pendant un temps. Donc je pense pas avoir une méthode d'organisation et je pense vraiment pas être la personne sur laquelle, se baser, si tu veux, une méthode et du carré. Ce que je vais voir, c'est mon niveau d'énergie à aller contribuer. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'y vais un peu à reculons? Ça, c'est vraiment un bon indicateur de à quel point j'ai envie de m'investir dans quelque chose. Des fois, je vais avoir des périodes où je dis oui à plein de choses et en fait, ça me permet après de dire: «Ah, bah, en fait, ça, c'était peut-être un peu trop». Mais du coup, mon niveau d'énergie est le bon indicateur de je vais naturellement vers tel endroit, je mets naturellement de l'énergie. Là, tu vois, par exemple, le lancement du jeu de questions de conversation, bah, j'y ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de temps, ça m'a fait mettre de côté certains projets. Bah, en fait, ça me permet de tout de suite voir, OK, c'est ça qui m'inspire et mes actions parlent pour moi, en fait. C'est plus que de l'intuition, c'est où va mon énergie, où vont mes actions et puis après intuitivement, effectivement, il y a un truc de régulation et d'autorégulation. J'écoutais cette phrase la dernière fois où je me disais, que c'était très juste, mais il y a aucune fleur dans la nature qui est en mode éclosion, pleine, toute l'année et je pense qu'on se demande ça beaucoup dans le business, qui est d'être dans, encore une fois, cette, énergie stable, continue, disponible
et en fait, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de ce que j'ai besoin. C'est assez organique. Peut-être que c'est ça aussi d'avoir observé la nature pendant, presque 2 ans qui m'a fait dire: «Peut-être ça fonctionne pas toujours pareil, il y a pas besoin de toujours, la même énergie partout». Et après, c'est aussi, poser ses limites avec soi, de: «Tiens, en fait, est-ce que là, c'est plus important pour moi d'aller nourrir un projet intrapreneurial, de s'associer dans quelque chose, de» et puis ça dépend aussi d'où en est le projet. Est-ce qu'il est proche d'éclore? Est-ce qu'il est établi? Ça va pas demander les mêmes ressources. OK, donc globalement, le matin, tu te réveilles, c'est un mélange de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui est un peu le plus important par rapport à ce que j'ai envie de faire? Je dis n'importe quoi, si c'est, un projet intrapreneurial où on t'a demandé de faire quelque chose et tu dis: «Oui, c'est vraiment important», tu vas y aller. Si, tu pas une demande urgente, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Par exemple, le jeu, c'est un peu comme ça que tu fais ton quotidien? Ouais, alors c'est plus à la semaine, je dirais, je c'est un peu prévisionnel comme ça, mais j'aime bien garder de l'espace tampon pour les urgences, parce que dans un projet intrapreneurial, il peut y avoir le truc de: «Bon, on se voit, on s'appelle et cetera», et puis, bah, le meeting, pour le matin pour l'après-midi. Les clients en individuel, j'ai une cliente hier soir qui me dit: «Est-ce que tu as une séance demain midi? J'ai besoin d'une urgence». Donc pour moi, c'est comment est-ce que tu laisses du tampon, aussi dans ton agenda pour de la disponibilité, mais je fonctionne plutôt à la semaine, je dirais. Il y a des périodes où j'ai testé, hein, 1 jour par projet, tu vois? Pour être focus sur, ça et en fait, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai une partie de mon espace mental qui n'est pas disponible parce qu'elle est encore sur les autres choses. Donc moi, je pense que j'ai besoin d'être un peu partout à la fois et surtout, mon expérience en coaching individuel peut tout à fait nourrir un projet intrapreneurial. Un des projets, peut aussi nourrir un autre en disant: «Tiens, on a testé ça, on a fait une masterclass à tel sujet, sans que ce soit le même sujet, mais voilà comment est-ce que ça peut nourrir l'autre». Je pense que j'ai une capacité à vivre une expérience et à l'adapter à une autre situation, ce qui fait que si je suis pas immergée un petit peu partout en même temps, je perds cette qualité-là, ça va de ma vie perso aussi, hein. Genre, je vais aller dans un resto, je vais me dire: «Waouh, attends, dans l'expérience client, qu'est-ce que j'ai kiffé? Comment est-ce que je peux faire des liens avec tel et tel business? Et comment je peux inspirer tel et tel business à prendre cette idée, la digérer pour l'entité de ce business et en faire quelque chose qui est bénéfique?» Donc pour moi, le business, en tout cas quand, c'est une valeur importante et que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est pas les moments où dans mon agenda, c'est prévu de bosser sur le business que vous avez les meilleures idées. Des fois, c'est en allant marcher, tu le sais très bien, c'est en allant se balader, c'est en ayant une discussion qui a rien à voir avec des amis, c'est en vivant une expérience qui vous inspire, et comment est-ce que vous pouvez, transvaser ça, quoi. La 1re fois que j'ai été dans un resto étoilé de ma life, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui fait que je paye 10 fois plus cher ce repas? Comment est-ce que je peux en faire une leçon pour mes clients, que ce soit business, que ce soit perso ou autre?» Et en fait, je savais déjà que j'allais rentabiliser les 300 € de ce repas que j'allais dépenser, en fait. Et là-dessus, je remercie la maison Haribert pour ça, je sais pas si tu connais à Saint-Martin-du-Riège qui a un très bel étoilé. Parce qu'en fait, j'ai ressorti, des pépites et des pépites, mais qui allaient du petit détail de ils ont tous à peu près le même uniforme, dont des baskets. Je trouvais ça cool dans un resto étoilé qu'ils soient en basket et le chef n'a pas la même couleur de basket. Et c'est des petites choses, des petits détails, de voir l'espace qu'ils ont pour le passage des plats entre la cuisine et la salle. En fait, quand tu laisses, un environnement à l'équipe pour pouvoir respirer, souffler entre, le produit et la délivrabilité, bah, tu crées une expérience client qui est beaucoup plus synchrone, qui est beaucoup plus artistique, qui est beaucoup plus créative. Bah, tout ça, c'est des petites choses que j'ai pu rentabiliser par ailleurs. Donc tous vos éléments de vie peuvent être, des leçons business à mon sens. Trop bien cet exemple et il y a une question qui m'est venue là, en t'écoutant. Tu as commencé psy, par la psychologie, puis tu es allée dans le coaching. Il y a beaucoup de psys qui, disent: «Ah le coaching c'est nul, ah c'est rien». Heu, Toi du coup qui a aussi par le passé eu cette casquette psychologique, qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu, cette guéguerre mais qui va, j'ai l'impression, plus dans un seul sens? Heu, Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce truc? Le psy paraît en haut, c'est une excellente question et c'est marrant parce que je pense qu'il y a aussi l'inverse, des gens qui ont vécu en tant que, patient une thérapie pendant des années, qui découvrent le coaching, qui se disent: «Waouh, en 3 séances ça a été incroyable», qui veulent devenir coach et qui se disent: «La psy c'est de la merde», quoi, si je résume, tu vois? Donc je pense qu'il y a les 2 et que chacun défend, un peu, sa paroisse. Hem
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une question de méthodo et il y a des choses dans le coaching qui peuvent devenir thérapeutiques aussi et certaines limites qui sont pas maîtrisées par tout le monde, tu vois? Et je pense que tu as été une des premières personnes dont j'ai publiquement supervisé un coaching et ça fait partie des choses que je kiffe aussi, qui est apporter à des coachs dans leur pratique comment on peut s'améliorer et mettre de la conscience à quel point sur qu'est-ce que moi en tant que coach, mes croyances, mes projections vont impacter dans mon coaching évidemment. Donc, si je devais répondre à qu'est-ce qui te différencie et qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un peu cette, méfiance de chaque côté ou en tout cas, ce besoin de séparer ces 2 mondes, j'ai plus l'impression que c'est un truc un peu commercial, tu vois? Genre, je vais dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, heu, la thérapeutique psy fait que c'est souvent quelque chose de plus long, de plus accessible et qui est attaché à cette identité de c'est plus accessible. Ça fait partie aussi d'autres services. Les prix moyens d'une séance de psy sont souvent moins élevés qu'une séance de coaching. Donc le fait que ça dure, tu as un prix moyen de revient d'une thérapie qui est le même parfois que, une intensité de suivi de coaching qui est plus court, plus express. Et tout le monde arrive au même prix, au souvent un peu à la même, finalité, mais peut-être pas avec les mêmes, outils. Et j'ai l'impression que c'est un truc assez identitaire, tu vois, de cadre sécurisant, hem bienveillant et attentif sur la partie psy, sur cette côté de non-projection, utiliser des outils reconnus, ou autre. Alors que le coach va avoir tendance à avoir un côté un peu plus des fois aventurier. Je teste des choses qui sont bien évidemment structurées, mais je peux des fois passer un peu en mode consulting, à donner mon parcours. Je peux des fois donner des exemples d'autres personnes pour aider, alors que dans la psy, généralement, tu vas pas forcément sortir de la relation, de la dualité. Tu vois rarement des psychologues de groupe, sauf sur des cercles de parole. Moi, je l'ai fait aussi avec des hommes, qui étaient auteurs de violences, conjugales. Donc tu vas avoir une dynamique de groupe qui n'est pas la même et qui, dans le coaching, est pas forcément maîtrisée. Donc si je résume, c'est des formes différentes qui ont besoin de se différencier pour justifier leur manière de fonctionner, mais qui ont une mission commune, en fait, qui est, aider l'humain à se comprendre, à se poser des questions, à avancer sous une forme. Alors des fois, j'ai un petit peu de mal avec ce mot de «avancer», comme si c'était mieux d'avancer que de reculer, mais en tout cas, réussir à mettre un pas devant l'autre et à ce que ce pas-là soit une sorte d'évolution, à évoluer. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais dans ma vision, c'est très similaire. Je pense que c'est l'intention qui va changer, derrière la forme et une sorte de structure à certains endroits qui est nécessaire pour rassurer. L'humain a besoin des fois d'être rassuré par la structure et de catégoriser la psy, c'est dans telle forme et le coaching, c'est dans telle forme. Mais aujourd'hui, des choses que j'ai appris en psy me servent beaucoup dans le coaching et il y a pas besoin d'avoir fait psy pour être un bon coach. Hem et il y a certains psys que je connais qui vont avoir une énergie de coaching aussi. C'est juste on normalise un petit peu certains points pour pouvoir, aussi définir les choses et que ce besoin d'étiquette, il est très rassurant. En fait, c'est des questions aussi très individuelles. Ouais, c'est plus une histoire, comme tu dis, de faut mettre les choses dans une étiquette et on va faire étiquette A, étiquette B. Mais finalement, l'étiquette A ou l'étiquette B, les 2 marchent, quoi. C'est un peu ta Ouais, les vision. les 2 fonctionnent et je pense qu'elles peuvent être adaptées à différents moments. Heu, Moi, de mon expérience dans la psy, il y a aussi un côté beaucoup plus reconnaissance de la victime et de l'état de victime, qui est pour moi une étape nécessaire. On l'a tous, on le vit tous, on s'identifie à quelque chose. On devient un diagnostic médical, on devient, une personne, en burn-out. Je suis quelqu'un qui vient de vivre un burn-out et cetera et donc c'est nécessaire de passer par là. Par contre, pour moi, le coaching, des fois, il peut venir se positionner après qui est: «OK, mon identité, elle m'a servi. Mon je suis quelque chose m'a servi. Par contre, là, ça m'enferme et c'est plus quelque chose qui est autant à mon service» et pour moi, tu peux avoir vraiment une complémentarité entre la psy au début qui va avoir tendance à reconnaître ça et le coaching qui va t'aider à avoir une nouvelle perspective et à dire: «OK, si tu es pas que ça» et qu'on revient à une identité plurielle, à quel point est-ce que tu n'es peut-être plus ça, comment est-ce que tu passes une étape de guérison supplémentaire et comment est-ce que tu peux passer à l'action? On identifie un peu le coaching dans le côté des fois passage à l'action, pour ça, mais pour moi, c'est plus
sortie de chrysalide, sortie d'identité qui m'empêche d'avancer et qui m'empêche de continuer, comme tel, quoi. Mmh, OK. Oui, très clair. Merci à toi pour cet apport. Je vois le temps qui passe, j'ai une dernière question que je voulais aborder avec toi aussi. Tu as dit, la vente, c'est du coaching. J'adore, c'est ma philosophie aussi. Il y en a beaucoup qui ne voient pas du tout en quoi vendre, c'est du coaching. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu pourquoi justement tu as cette pensée de, bah, vendre, c'est du coaching? Ouais. La vente, c'est du coaching en partant du postulat que je veux pas emmener la personne dans une direction. C'est-à-dire que, pour moi, la vente, c'est pas avoir un oui. C'est pas avoir, une entrée d'argent à la fin. Je ne sais pas comment ça va se passer au départ et je pars même potentiellement du postulat que la personne va me dire non et ça m'aide beaucoup. En tout cas, quand je vends, ça m'aide beaucoup de partir de je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'en fait, mon rôle, c'est de conseiller, d'accompagner la décision d'une personne. Donc pour ça, la vente, c'est du coaching, c'est rechercher de l'information, comprendre les besoins, comprendre, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comme un coach qui fait une espèce de petite anamnèse, enquête, peu importe et ensuite d'amener la personne à j'ai toujours cette image de la personne me dit quelque chose, donc elle veut aller dans une direction, elle va avoir une ligne droite devant elle, mais souvent ce qu'on aura exploré, c'est qu'elle me dit: «Mais en fait là, je suis en train de prendre la bifurcation qui va à droite parce que ce que je veux et ce que je fais sont pas dans la même direction» et mon rôle dans la vente, c'est de lui permettre de comprendre quelles sont les actions qui vont lui permettre d'aller dans la direction, qu'elle souhaite au départ. Si pour ceux qui nous écoutent juste en audio, j'ai vraiment cette notion de un axe d'alignement, droit et vertical et un axe qui part sur le côté, qui aurait besoin d'être ramené au centre. Et des fois, la vente, ça va être aider la personne à se rendre compte qu'elle ne va pas dans la bonne direction et est-ce qu'elle est OK avec ça? Est-ce qu'elle est OK avec le prix à payer de ne pas aller dans la bonne direction? Est-ce qu'elle est OK avec les conséquences que ça va avoir? Parce que l'endroit où elle est avec moi à ce moment-là, c'est inconfortable, je suis pas à l'aise de ce que je vis en ce moment, c'est pas ce que je pourrais vivre de mieux et je sens qu'il y a autre chose. Mais des fois, ses actions me démontrent qu'elle ne veut pas aller dans la direction qu'elle me dit qu'elle veut aller. Donc moi, mon rôle, c'est de la ramener là-dessus. C'est soit on aligne tes actions et tes dires, soit tu continues à me dire que tu veux quelque chose, mais que tu le fais pas, mais tu es consciente de ça. Donc pour moi, la vente, c'est vraiment cette notion de coaching décisionnel qui est à quel point est-ce que tu es aligné avec ta décision? À quel point est-ce que tu es à l'aise avec ça? Et c'est là le plus dur pour moi dans la partie, vente et vendeur, c'est incarner cette partie de coach qui va te dire: «Tu es en train de te bullshiter, en fait. Tu es en train de te dire que tu veux quelque chose, mais que tu vas pas poser les actions qui vont vers ça» et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment du coaching. Hem et c'est vraiment cette notion de si la personne à la fin me dit: «OK, je me bullshit et je continue à me bullshit», j'aurais fait une bonne vente, même si je n'ai rien vendu. Mmh. Parce que pour moi, c'est lui ramener l'idée et lui ramener la conscience de, à quel point est-ce qu'elle sait et qu'elle est en non-dissonance cognitive à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment juste ramener la personne à un état de non-dissonance et de cohérence, quitte à ce qu'elle soit consciente de sa dissonance, mais que ce soit plus un truc qui fonctionne en arrière-plan et qui n'éclaire pas pourquoi ça fonctionne pas. Ultra intéressant. J'adore, cette vision, c'est aussi celle auquel j'adhère. Comme tu dis, il faut arriver dans la vente, pas en mode il faut que l'objectif soit un oui. Tout simplement, il faut que l'objectif soit que la personne prenne conscience: «Oui, volontairement, je vais pas dans la bonne direction» ou «Oui, j'ai envie d'aller dans la bonne direction et pour ça, je me fais accompagner par toi, par quelqu'un d'autre», mais qu'il y ait ce truc d'aide à la décision et que ça soit vraiment conscient du oui ou non, le passage à l'action. Ouais, 100. Bien et Louisa, le temps passe. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, pour ceux qui se lancent tout juste dans l'entrepreneuriat, qui sont peut-être dans ces montagnes russes, hauts et bas? Est-ce qu'il y a un conseil, toi, qu'on t'a donné, en entrepreneuriat où tu dis: «Ouais, ça, c'est conseil que je donnerais à tout le monde»? C'est pas forcément un conseil qu'on m'a donné, mais c'est quelque chose que j'observe souvent dans des personnes qui se lancent et qui se sont peut-être mis des objectifs temporels un peu trop contraignants et des fois de se poser la question de se dire: «OK, ben, là, j'ai envie de me lancer, ça me stresse, ou j'ai peur, ou je suis pas sûre d'oser», d'augmenter le temps que je me donne. Et des fois, c'est: «OK, ben, ça me stresse. Est-ce que dans un an, je vais réussir à» et cetera.
Et ça n'empêche pas de se former, d'avancer et de chercher des solutions rapidement. Mais des fois de se dire: «OK, si mon business devait être ce qui me fait vivre dans non pas 1 an, mais dans 3 ans, dans 5 ans, à quel point est-ce que ça diminue peut-être mon niveau de stress à cette idée-là?» Et des fois, c'est juste une échelle de temps. Parce que moi, j'ai jamais cherché à ce que mon business fonctionne. J'ai jamais mis d'objectif. Moi, mon premier mois, je me dis: «Waouh, en fait, je savais pas que j'allais pouvoir faire ça avec l'entrepreneuriat». Mais je pense qu'en fait, ne me mettant pas de pression, c'est ça qui m'a permis que ça fonctionne et qui fait que là, aujourd'hui, bah, oui, l'entrepreneuriat, c'est jamais, toujours plat, toujours en exponentiel de ça continue de monter. Des fois, il y a des moments où ça baisse, mais je mets jamais de pression sur mon business et je le dépersonnalise. Mon business, c'est pas moi. Donc ça, c'est un deuxième conseil dans le même conseil qui est: tu n'es pas ton business et si tu l'avais en face de toi et que tu devais lui donner des conseils, tu peux aussi l'entendre te dire des fois: «Laisse-moi un peu plus de temps et je vais y arriver». Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, tu vois? Sur, la temporalité qu'on se met et le stress, qui est lié à ça. Et c'est un très bon point, surtout qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit tellement de personnes qui ont dit: «Ah là là, en 6 mois, j'ai fait, les 100 000 €, en, 1 an, j'ai eu telle croissance», ce qui fait qu'on se dit vite: «Ah mince, je suis en retard». Mmh. Je le vois beaucoup chez mes clients, alors que comme tu dis, si on se lâche juste la pression, les choses en général, elles viennent, en plus, dans les mêmes timings. Ouais et puis pour avoir vu maintenant des milliers d'entrepreneurs qui démarrent, déjà de un, c'est important pour moi de rappeler que ce sont des anomalies du système, ces personnes qui font 100 000 € en 6 mois. Heu et que et là, on va pas rentrer dans des profondeurs de coaching, mais la magie de la vie fait qu'au moment où tu lâches la forme que tu attends, que ça fonctionne de telle manière, que ça te rapporte tant et cetera. Au moment où tu lâches vraiment le niveau de pression et tu as peut-être besoin d'être aidé, en tout cas si tu nous écoutes, tu as peut-être besoin d'être aidé sur ça parfois, mais au moment où tu lâches la forme, la magie de la vie fait que ça arrive. Au moment où tu lâches l'ambition que ce soit exactement comme ça arrive, peut-être pas exactement sous la forme que tu attendais, mais en tout cas, tu peux plus le voir puisque tu es pas bloqué avec des œillères à te dire: «Je veux que mon business réussisse parce que quand je vais réussir, ça va ressembler à ça, ça, ça». Yes, carrément. Ultra inspirant, Louisa. Merci à toi. Les épisodes de podcast finissent toujours par une question qu'on va poser à nos auditeurs et qui pourront méditer à la fin de l'épisode en marchant et en musique. Est-ce que tu Trop aurais bien. une question à leur poser qui soit soit une question que toi, tu aimes bien régulièrement te poser pour faire un peu le point sur là où tu en es, soit une question où tu dis, waouh, le jour où on m'a posé cette question, moi, ça a tout changé pour moi. J'en ai j'en ai des centaines. J'en ai beaucoup, beaucoup, vraiment. Je sais que c'est une des seules choses que tu m'as dit sur le podcast et encore quelques minutes avant, je me disais: «OK, bon, il y en a plein qui vont être game changer». Du coup, je te propose un truc. On va y aller au hasard puisque on a créé Vue avec Nadège, et j'en ai déjà parlé, mais c'est une web app qui permet de se poser des questions en introspection, en groupe, en couple, peu importe. Donc je te propose qu'on en tire une au hasard et qu'on laisse Yes, la vie faire. carrément. Donc je vais choisir la version safe où on parle pas forcément de sexualité, mais je suis en train de charger, hein. Heu, du coup, quelle va être la question du jour? Bon, c'est une question saisonnière, mais c'est: quelle est Ah, ta top priorité cette année? quelle est ta top priorité cette année? OK, il sortira, en début 2026 l'épisode, donc top. Donc ce sera parfait. Et si je devais y ajouter une note personnelle, c'est: et qu'est-ce que tu n'oses absolument pas faire cette année? Et il y a sûrement des réponses à la première dans la deuxième. Qu'est-ce que tu t'autorises pas à faire cette année? Et comment est-ce que tu pourrais aussi en faire une priorité? Parce que je pense que certains rêves sont cachés dans les choses qu'on n'ose pas faire. Génial. Je la poserai du coup à la fin d'épisode. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir votre question à méditer en marchant et en musique. Déjà, on en a parlé aussi avec Nadège. Vous avez sorti un jeu vraiment génial, de cartes qui s'appelle Vue, pour se poser encore plus de questions, entre amis, en couple, seul. Je mettrai, tout ça en descriptif. Mais pour ceux qui veulent te retrouver, Louisa, pour t'envoyer, des modos ou, suivre, un peu ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je suis pas la je sais, c'est le cordonnier, mal chaussé, je suis pas la meilleure en marketing et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Louisa underscore, tiré du bas, Gérard tiré du bas et m'envoyer un message avec grand plaisir, je réponds à tous les messages.
Top. Et ben, je mettrai, ton lien en descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi, Louisa, pour, tout ton partage. C'était ultra, inspirant de voir, comment, tu as évolué, depuis, les études en psy, en passant par la vente, la van life, le coaching et tout. Je pense que ça va en inspirer, beaucoup. Surtout ceux qui se disent, «Ah mais, on peut pas redémarrer de zéro, c'est compliqué» et cetera. On ne C'est peut top. que redémarrer de zéro, en fait. Je Exactement. crois que c'est le mot. On ne peut que redémarrer de zéro. Sinon on continue à avancer. Excellent point. Et ben, merci à toi, Louisa, et moi Merci. je te dis à très vite. À très vite.